Le Tour 95, qui doit consacrer le seul coureur vainqueur de 5 tours consécutifs, ne cache pas longtemps son jeu. Dès le prologue, on comprend, sous la pluie de Saint-Brieuc, qu'il a un parfum particulier. Image surréaliste de champion lancé dans le grand bain, la pluie qui tombe violemment dès après 19h va fausser le résultat sportif du prologue, bien sûr. Mais elle va aussi affubler Chris Boardman d'un triste record, l'un des tours les plus courts de l'histoire. Thierry Laurent, alors deuxième temps du prologue, avait senti venir le coup. Vous feriez quoi, vous, à sa place? Je serais comme lui, je passerais la montagne sûre, je ne prendrais pas de risque dans la descente parce qu'elle est assez dangereuse. Et si une chute peut arriver, ça peut être le tour qui s'arrête ce soir. Le tour de Chris Boardman aura duré 3 minutes. Fracture du poignet droit, fracture de la cheville gauche. Il peut pas. Bouge plus. Les autres coureurs, plus prudents, vont assurer le spectacle et la suite de leur tour. Parti sous le soleil, Jackie Durand boucle les 7 km 300 en 9 minutes et s'offre le premier maillot jaune du Tour 95. Durand peut remercier le ciel. Le lendemain, dimanche 2 juillet, la pluie accompagne à nouveau le Tour de France. 188 coureurs, sans Chris Boardman, s'élancent pour 3635 km. Tout au long de la première étape, Laurent Jalabert va récolter 18 secondes de bonification. À Lannion, il en manquera 7 pour reprendre le maillot jaune de Jackie Durand. On a remarqué sur le plan du Tour que cette première arrivée est jugée en côte. C'est ce qui perdra Jalabert et le privera du maillot jaune. Dans les sprints en côte, on ne bat pas Fabio Baldato, premier vainqueur italien de l'édition 95. Enfin le soleil. Le 3 juillet, le Tour ressemble au Tour. De Perros-Guirec à Vitré, 235 km 500. Et si l'on était un peu superstitieux, on croirait en une malédiction Gann. Après Boardman, Eddie Seigneur doit quitter la course. Les deux vainqueurs des étapes les plus prestigieuses, 94, Conti à l'Alpe d'Huez et Seigneur aux Champs-Élysées, sont comme Boardman rentrés chez eux. La tactique des Once est claire en tout cas. Les 7 secondes qui manquent à Jalabert, ils vont se les offrir dans les sprints bonification. La victoire de Cipollini devant Lombardi et Abdou Japarov ne changera rien. Jalabert, 1 an jour pour jour après son accident d'Armentières, est en jaune. Et les 5 premiers du classement général sont français.
67 km de bonheur pour les yeux. Les coureurs disent de cette étape qu'elle est la plus dure. Les téléspectateurs, qu'elle est la plus belle. Le match oppose les Once aux Gewis. En jeu, le maillot jaune de Jalabert. Si les Gewis battent les Once de 43 secondes, le maillot passe sur les épaules du discret Ivan Gotti, coureur italien dont le compteur de victoires affiche un surprenant 0. Mais les équipiers de Jalabert démontrent déjà qu'ils sont forts. Les Gewis remportent l'étape, mais échouent dans la conquête du maillot pour 8 secondes. Lui il va d'ici alors, menteur. Belle ambiance ce 5 juillet au départ d'Alençon. L'étape est courte, 162 km. Le paysage est beau, sauf peut-être pour Magnin et Simon, souffrants, qui éviteront l'élimination de très peu. Au pont de Normandie, Thibout et Cabello, victimes du vent de face, vont être repris par le peloton. Mais Thibout s'offre tout de même une belle prime et un joli coup d'œil. On s'achemine vers un sprint massif. Jalabert, c'est sûr, va garder son maillot. Mais ce tour, décidément, nous joue des tours. À moins de 3 km de l'arrivée, Sami Morels, le Belge de l'équipe Lotto, va tout droit. Dans la chute, le maillot jaune. Une chute stupide. Laurent Jalabert y perdra 50 secondes et abandonnera son maillot au fameux Ivan Gotti. Mais fataliste, Jalabert sait qu'il a évité le vrai coup dur. Pour l'anecdote, on retiendra le deuxième succès d'étape de Mario Cipollini devant Zabel, Moncassin et Thierry Laurent, le porteur du maillot vert de Saint-Brieuc. Sami Morel s'est allé tout droit et derrière, Nelissen et Baldato auront moins de chance que Jalabert. Ils devront abandonner le lendemain. Le 6 juillet, Ivan Gotti doit s'habituer aux honneurs. Sa place, la place du maillot jaune, c'est devant. Devant, c'est la place également de Rolf Jaermann, le superbe rouleur suisse. Mais il sera repris par le peloton dans cette étape la plus longue du Tour. Jackie Durand, lui, joue de malchance. Une crevaison pour commencer. Une chute ensuite. Ce jour-là, les chutes se multiplient. Assommé de chaleur, le Tour est déjà essoufflé. On apprécie davantage encore le plus beau sprint du Tour. Encore un paradoxe, Blaine Levens, qui évite l'élimination d'un rien dans le contre-la-montre par équipe, s'offre dans l'ordre Cipollini, Abdouchaparov, Zvorada et Zabel. Le Tour en Belgique, en voilà une belle idée, histoire belge de rencontrer les rois des Belges. Au menu de ce 7 juillet, un sprint royal où Zabel devance Jalabert, encore deuxième, et un changement de maillot jaune bizarre. Une petite cassure presque invisible dans le peloton consacre Bjarne Riis. Mais après tout, le maillot ne quitte pas la maison Gewis.
De Charleroi-Liège, on avait dit au départ du Tour qu'il s'agirait sans doute d'un petit Liège-Bastogne-Liège, la classique belge. Mais à la veille d'un long contre-la-montre individuel, on commençait à penser que les leaders allaient se réserver pour le lendemain. Tout à coup, pourtant, la bagarre se déclenche. Thibaut provoque la première cassure. Breunel et Boyer sont là également. Et tout à coup, plein écran, Indurain entre en scène, seul. La suite, c'est l'histoire d'un chaos. Miguel Indurain a surpris tout le monde. On disait de lui qu'il faisait la différence dans les contre-la-montre individuels et que le reste du temps, il se contentait de suivre. La réponse de Miguel est claire. Cette année, il va rajouter une petite dose de panache en plus. Derrière, Laurent Jalabert n'a pas pu suivre. Breunel, son équipier, est devant. Il ne peut pas relayer Miguel Indurain. Eh bien, Miguel roulera seul, abandonnant le succès d'étape aux Belges. Après tout, il joue à domicile. Aujourd'hui, le maillot jaune est pour Breunel. Il sera grand temps le lendemain pour Miguel Indurain d'aller le chercher dans le contre-la-montre individuel. Dans ce contre-la-montre, Miguel Indurain ne va pas tout écraser. Ils sont quelques-uns à résister. Le plus surprenant peut-être, Bruno Thibaut, le Français, 8e, à 3 minutes 33, seulement. Breunel perd son maillot mais résiste, à 3 minutes 1. Jalabert, doublé par Indurain, confirme ses progrès. Dans l'exercice solitaire, à 2,36 seulement. Confirmation également du retour en forme de Melchior Maori, le coéquipier de Jalabert, à 2 minutes 16, 5e du contre-la-montre. Situation différente pour Berzin. Il a déjà battu Miguel Indurain dans le Tour d'Italie. Cette fois-ci, il échouera. À 1 minute et 48 secondes, peut-être est-il promis au sort de Tony Rominger. Tony Rominger qui n'a jamais battu Indurain dans le Tour de France, et cette année encore, ça s'annonce mal. Sur les 54 km du contre-la-montre, il perd 58 secondes. La performance, elle est pour Bjarne Riis. Bjarne Riis, le Danois, qui va échouer à 12 secondes seulement, mal renseigné par son directeur sportif. À l'arrivée, il l'a juré, s'il avait su qu'il était à moins de 20 secondes de Miguel Indurain, il allait chercher l'étape. Le vainqueur, sans surprise, c'est lui. Miguel Indurain, 54 km en 1 heure, 4 minutes et 16 secondes. Au bout de la route, entre Huy et Serein, le premier maillot jaune du Tour 95 pour Miguel Indurain.
Au soir du 9 juillet, on peut dresser un premier bilan. Indurain est en jaune, Jalabert en vert, Virenque à pois rouge, mais que le tour a été dur et mouvementé. Le 11 juillet, après une journée de transfert vers le Grand Bornand, on change de décor. Les visages sont tendus, le tour a rendez-vous avec la montagne. Et l'on songe bien que les hommes qui vont se mettre maintenant en évidence seront plus petits, plus légers. L'image du grimpeur est encore conforme à celle de Muñoz. Mais celui qui sera le héros du jour dépasse pourtant nettement le mètre 85. Alex Zoulet, l'autre carte maîtresse des Once, est passé à l'attaque. Il va réaliser un formidable exploit solitaire et athlétique. Il va tenir tête à tous pendant plus de 100 km. Derrière, Indurain, une fois de plus, ne se contente pas de suivre, comme pour assommer un peu plus encore ses adversaires et leur faire comprendre qu'ils ne lutteront que pour la deuxième place. Il attaque encore. Lancé derrière Alex Zoulet, il va s'offrir son 3e contre-la-montre individuel en 4 jours. Tout seul, il va empêcher Zoulet de lui voler son maillot jaune. Tout seul, il reviendra à 2 minutes du Suisse et reléguera tous les autres à 4, 5 et 6 minutes. Ce jour-là, les adversaires de Miguel Indurain ont compris. Quand le Tour a rendez-vous avec l'Alpe d'Huez, c'est la fête, même si les organismes sont de plus en plus fatigués. La course est nerveuse. Mon maillot de grimpeur, a dit Richard Virenque, pour me le prendre, il faudra me l'arracher. Mais le Tour retient son souffle après le sommet de la Madeleine. Jackie Durand est encore tombé.
Devant, la bagarre est lancée. Jalabert et Richard Virenque n'ont pas renoncé. 13 hommes vont se dégager. Cette fois-ci, Indurain a laissé partir. Il est piégé. Au col de la Croix de Fer, Virenque passe en tête. Les 13 ont encore 1 minute 30 d'avance sur le peloton Indurain. La montée vers l'Alpe d'Huez se fera sans Evgeny Berdzin. Celui dont on a fait l'un des prétendants à la succession d'Indurain quitte le Tour, sans convaincre. Cette fois-ci c'est clair, Bjarne Riis et Ivan Gotti sont les leaders de la Gewis. Jackie Durand lui aussi abandonne, mais avec les honneurs. Je vous laisse. Une petite chaleur pour Richard Virenque, mais au pied de l'Alpe d'Huez, ils sont toujours 13. Les vacances, on y songera plus tard. Mais l'Italien Eli sent que la fin de l'échappée est proche. Au pied de l'Alpe, il attaque sous l'impulsion des Banesto et de Sberg, l'équipier de Chiapucci et Pantani, le peloton est revenu. Le terrain était préparé pour Pantani justement. Il a contré, irrésistible. Seul Laurent Madouas tente de s'accrocher. Le groupe des 13 a éclaté. Gotti, Jalabert, Virenque ont pu résister. Pantani les a passés les uns après les autres. On va surveiller maintenant la réaction de Miguel Indurain. Cette année, sa tactique est différente, on l'a vu. Il passe à l'attaque. Deuxième à Liège, deuxième à La Plagne. Va-t-il aller chercher également la deuxième place à l'Alpe d'Huez ? C'est Bjarne Riis qui provoque le déclic. Il tente d'attaquer, alors Miguel réagit. Avec Alex Zoulet dans sa roue, Indurain revient sur l'échappée des 13. Ce qu'il en reste en tout cas, Richard Virenque, Laurent Jalabert, Bjarne Riis qui les a rejoints, et Laurent Madouas. Escartine est là également. Devant, Pantani ne sera plus rejoint. C'est la deuxième place qui se joue maintenant. Et à ce jeu-là, c'est encore Miguel Indurain le plus fort. Alex Zoulet, accroché à sa roue. Riis est là également. Madouas aussi.
Au sommet, on consacrera Pantani, vainqueur à l'Alpe d'Huez, comme Conti, son compatriote l'année précédente, comme Gianni Bugno, 2 fois également. Mais lorsqu'on fait le bilan chiffré au classement général, c'est encore et toujours Miguel Indurain le grand vainqueur. Indurain qui franchit la ligne devant Zoulé et Riche, ses 2 suivants au classement général. Madouas a été lâché un peu plus tôt. Il termine 5e de l'étape. Quant à Virenque et Jalabert, ils ont bien limité les dégâts. Jalabert vise toujours le podium et le maillot à pois ne peut plus échapper à Richard Virenque. De Bourdoisan à Saint-Étienne, il serait temps de récupérer un peu. Et c'est vrai que les leaders vont faire un peu relâche. Devant, ils sont 7 et Armand de las Cuevas, convalescent, rappelle qu'il faudra compter avec lui en fin de saison. Son attaque sera belle, mais il subit l'effet boomerang. J'ai dégoupillé une grenade, dira-t-il à l'arrivée, et elle m'a sauté dans les mains. Siandri et Buenaora vont donc se disputer sans de las Cuevas l'arrivée à Saint-Étienne. Et pas besoin d'être un champion du pronostic pour deviner que Maximilian Siandri, l'anglo-italien, ne devrait pas avoir trop de problèmes pour battre Buenaora au sprint. À Siandri l'étape, à Buenaora la première place du classement de la combativité, pas de photo finish pour ce duel-là. En revanche, si vous voulez vous exercer au rôle de juge à l'arrivée, Jalabert ou Abdou Chaparov? La réponse était Laurent Jalabert. Saint-Étienne-Mende, entre les Alpes et les Pyrénées, par un jour de forte chaleur, une galère de 222 km, on aurait pu appeler cela une étape de transition. On aurait pu, si les Once n'avaient pas décidé de donner un cours de tactique, d'intelligence, de courage, d'abnégation, d'esprit d'équipe. Laurent Jalabert a joué les éclaireurs et Miguel s'est fâché. Brunel a attaqué aussi, puis Melchior Maori et encore Neil Stephens. Il y a des Once partout. Peut-être troublé par cette attaque en règle, cette fois-ci, Indurain a renoncé. L'écart a dépassé 10 minutes, le tour peut basculer. Équipier modèle de Jalabert, Maori et Stephens se sacrifient pour creuser l'écart. Même une crevaison ne retarde pas Jalabert qui va voler vers la 3e place du classement général. Plus cruelle, la journée de Bruno Thibaut, qui doit renoncer après un superbe début de Tour de France. Dans 8 jours, c'est fini. Tu peux pas envoyer ça. Diminué par une chute, Frédéric Moncassin a tout tenté. Il doit arrêter aussi. Tu veux aller à l'ambulance ou aller avec moi? Tu veux faire le balai?
Devant, le numéro 11 se poursuit. Stephens a tout donné. C'est à Maori de jouer. Derrière, les Banesto d'Indurain ne rigolent plus. On prend Jalabert au sérieux. Circulez. À 50 km de l'arrivée, Melchior Maori passe en tête. Il ne quittera plus cette position. Stephens est repris, mais devant. Leonce continue. Maori Jalabert, fantastique travail de Melchior Maori jusqu'à Mende. À Mende, où la montée du Causse offre un superbe terrain d'attaque, Jalabert s'y envole et sous Jalabert perce déjà Jaja. Son maillot vert, sa place au classement général, fou de bonheur, Laurent Jalabert, 198 km d'échappée, bravo et merci. À près de 6 minutes, Indurain franchit la ligne avec Pantani et Risse. Certes, Zoulet et Gotti ont perdu quelques secondes dans le Causse, mais cette fois-ci, le maillot jaune a vraiment eu chaud. Pour remporter une victoire d'étape, les routiers sprinteurs n'ont plus beaucoup d'occasions. Entre Mende et Revel, ils vont attaquer toute la journée. Buenaora est toujours là, mais Armstrong et Outchakov jouent mieux le coup. Difficile cette fois-ci de faire un pronostic pour le sprint. Dans ce match Est-Ouest, l'Américain est rapide, on le sait, mais Outchakov a été formé à l'école de la piste et ça paye. Le 16 juillet, un dimanche, Miguel Indurain fête ses 31 ans. Il est peut-être un peu tôt pour enlever son imperméable, car le ciel est menaçant. Mais après tout, le ciel, c'est bien la seule chose qui peut menacer Indurain. Virenque s'intéresse à son maillot à pois. Rominger est à la recherche de ses sensations perdues. Et Pantani ne vise plus qu'un succès d'étape.
Quand Pantani s'envole encore, cela ne trouble même pas Indurain, seulement occupé à contrôler Jalabert et Risse qui n'ont pas complètement abdiqué. Attention Tony Rominger, la route est encore longue et rendue dangereuse par la pluie. Pantani va s'offrir sa deuxième victoire d'étape, mais le coup de chapeau du jour à Laurent Madouas. Madouas, toujours à l'attaque, 12e déjà du Tour d'Italie. Il terminera 12e également de ce Tour de France, en attendant mieux. Derrière, le scénario est classique. Risse attaque encore. Miguel Indurain, pris en charge par Zoulé, va contrer. Et si Pantani, à course gagnée, à Guzeneige, après l'Alpe d'Huez, Madouas va devoir tout donner pour sauver une deuxième place que Miguel Indurain semble bien vouloir ajouter à sa collection. Le classement général ne subira pas de grandes modifications, mais que les coureurs semblent fatigués. Quand le geste est beau, il paraît facile, mais si l'on y regarde d'un peu plus près, même les plus grands souffrent de cette souffrance où se forgent les exploits. Au lendemain du jour de repos, il faut encore affronter la montagne. Celle qui fait la légende du Tour, celle qui fait peur aussi. Depuis le début du Tour de France 95, Richard Virenque se plaint d'une bronchite. S'il a gagné définitivement son maillot à pois, il veut aussi marquer le Tour, d'une empreinte plus palpable encore, comme il l'avait fait à Luzardiden l'année précédente.
Ce jour-là encore, les attaques sont nombreuses. Dans un premier temps, Richard s'est contenté de consolider son maillot à pois. Bientôt, il se lance dans un formidable exploit athlétique, échappée solitaire de plus de 120 km. Si une telle échappée solitaire est déjà un authentique exploit, les circonstances de sa fuite forcent encore plus le respect. Derrière lui, 3 hommes, Chiappucci, Buenaora, encore lui, et Escartine, ne lui laissent pas un instant de quiétude. Jamais l'écart ne sera supérieur à 2 minutes. Jamais, pourtant, Richard ne doutera. La suite du scénario de cette étape de 206 km est conforme à l'habitude. Bjarne Riis, le Danois, insatiable, va tenter de contrer. Histoire de mettre Indurain en difficulté, on peut toujours rêver. Quant à Richard Virenque, il joint le geste à la parole. Il avait promis le maillot à pois, une victoire d'étape et une place dans les 10 premiers à Paris. Il va réaliser là ses 2 premiers objectifs et prendre rendez-vous pour le 3e. Jamais les 3 hommes intercalés, Buenaora, Chiappucci, Escartine, ne reviendront sur les talons de Richard Virenque. Quant à Madouas, comme chaque jour, il se mêlera aux meilleurs dans les ascensions. La victoire est pour Richard, salué par Bruno Roussel, son directeur sportif. La course a été belle. Le 18 juillet aurait pu être une grande journée. Si dans la descente du Portet d'Aspet, le Tour n'avait pas basculé dans le drame. Heureux vainqueur de l'étape, Richard Virenque ignore tout de l'accident. Pourtant, rien ne sera plus jamais comme avant. Victime d'une chute, dans laquelle est impliqué également Dante Redze, Fabio Casartelli, champion olympique à Barcelone, coéquipier de Lance Armstrong chez Motorola, décédera à 14 h des suites de ses blessures. Ce qui se passera le lendemain entre Tarbes et Pau aura la valeur inestimable du symbole. Tout un peloton, dans un élan de solidarité, de dignité et de pudeur, va rendre hommage à l'un des siens.
La 17e étape entre Pau et Bordeaux est longue de 246 km. Une fois de plus, la chaleur est très éprouvante. À 87 km de l'arrivée, Thierry Marry tente de partir seul. Le Normand, plusieurs fois porteur du maillot jaune, détient l'un des records des échappées solitaires. 87 km ne suffisent pas à l'effrayer. Face à la chaleur et face à un peloton qui n'est pas décidé à laisser passer l'une de ses dernières chances de disputer une arrivée au sprint, Thierry Marry va échouer. La tradition est respectée, c'est au sprint que se disputera l'arrivée de Bordeaux. Eric Zabel, l'Allemand de l'équipe Télécom, l'emporte devant Abdou Chaparov, Coladze, Lombardi et Mousseau. Vendredi 21 juillet, 166 km 500 entre Montpont-Ménestrol et Limoges, la veille du dernier contre-la-montre individuel du Tour de France. Toujours pas de repos pour Miguel Indurain, attaqué une fois encore par Bjarne Riis. C'est marqué dessus, Andrea Taffi, membre d'un groupe d'échappés dans lequel on reconnaît également Lance Armstrong et Johan Breunel. Le groupe d'échappés, c'est sûr, est trop important pour aller jusqu'à l'arrivée ainsi. Des attaques vont se préparer. Premier conciliabule entre Lance Armstrong de l'équipe Motorola et son directeur sportif, Hennie Kuiper. Le coup est bien préparé juste après le Grand Prix de la Montagne. À gauche de l'écran, là, Lance Armstrong porte son attaque. À plus de 60 km/h de moyenne, l'équipier de Fabio Casartelli, l'ancien champion du monde Lance Armstrong, s'envole vers la victoire à Limoges. Suivez son regard. Le dernier contre-la-montre individuel disputé au lac de Vassivière sur 46 km 500 va permettre de définir un peu mieux encore les positions au classement général. Richard Virenque voulait entrer dans les 10 premiers. Il y parvient grâce à une belle 9e place, à 2,37 seulement, du vainqueur du contre-la-montre. On peut être un équipier modèle et terminer à la 6e place du classement général final. Melchior Maori, 8e du contre-la-montre individuel, à 2,18.
Mission impossible pour Laurent Jalabert, reprendre la 3e place à Bjarneris. Maillot vert, vainqueur d'étape, 4e. Le bilan est bon. La confirmation de ce Tour de France, Alex Zoulé, 2e du classement général, un peu limité contre la montre. C'est surprenant, il termine à 1 minute et 49 secondes. Le leader de l'équipe Mapei devait être Rominger. C'est Escartine qui se classe le mieux au général, 7e à 15 minutes d'Indurain. La révélation du Tour, Gotti, 4e à 1,41 de ce contre-la-montre et surtout 5e du Tour de France. Jamais Gotti n'a remporté le moindre succès. La déception du Tour, Tony Rominger ne remportera sans doute jamais la grande boucle. 3e du contre-la-montre individuel, mais 8e seulement du classement général à 16 minutes et 46 secondes de Miguel Indurain. Le plus sérieux dauphin de Miguel Indurain, c'est lui, le champion du Danemark, à l'attaque tous les jours, à 48 secondes seulement, au terme de ce contre-la-montre, 3e du classement général, à 6,47. Une seconde au kilomètre, ce sera le tarif pour Bjarneris, 2e de l'étape, intouchable. Miguel Indurain, 46 km 500 en 57 minutes et 34 secondes. De Miguel Indurain à Bruno Cornillet, ils sont 115 à en terminer avec ce Tour 95. Dans les circonstances particulières que l'on connaît, la dernière étape ne donne pas lieu aux traditionnelles facéties du peloton. Dès l'entrée dans Paris, la course va être lancée. Sur les Champs-Élysées, une échappée va prendre forme. Outchakov, Serpellini, Vanzella, Kaspoutis et Merilla se détachent et vont jouer avec les nerfs du peloton jusqu'aux derniers hectomètres de l'étape. Parce que tous les équipiers des sprinteurs vont se lier contre les échappés, parce que Brochard va tenter de contrer, les 5 hommes seront repris à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. On se contentera donc d'un sprint royal qui va permettre à Djamolidine Abdoujaparov, l'Ouzbek de l'équipe Novelle, de prendre sa revanche sur le sort. Il n'avait pas remporté la moindre étape dans ce tour, il avait chuté ici même sur les Champs-Élysées il y a quelques années. Il réalise le doublé devant Fanini, Lombardi, Jalabert, Siandri
et Zabel. Sur les podiums du Tour 95, il y en aura pour tout le monde. Pour les 3 athlètes de plus d'1,85 m aux 3 premières places du classement général. Pour Laurent Jalabert, le plus rapide, le plus régulier. Pour Richard Virenque, le meilleur des grimpeurs. Pour Buenaora, le plus combatif. Pour Pantani aussi, le meilleur jeune, il n'a que 23 ans. Pour les Once de Jalabert, à la belle course d'équipe. Et pour ces 3-là, enfin, qui vous donnent rendez-vous pour 1996.